Nous avons parlé d'animaux avant-hier dans mon jardin à propos d'une triste nouvelle qui m'a rappelé des souvenirs, la mort d'un homme de 77 ans, qui en soi n'est pas le plus triste, mais il est mort seul, oublié, et d'après ce que la presse a dit, dans l'indigence, et même pas du Covid, vous vous rendez compte? Pourquoi la presse en a-t-elle parlé? Parce que le type dont je parle n'était pas un habitant de Campagnol, mais un Américain célèbre dans son enfance pour avoir joué le rôle du petit garçon dans Rintintin et Rusty. Quand j'ai parlé de ça au début avec mes amis au jardin, j'avais pas l'intention de parler des animaux, mais de l'Amérique des gens simples, des braves gens de l'Amérique à la campagnole, qui a longtemps été l'un de mes sujets de curiosité aussi. J'ai donc raconté à mes hôtes que dans une vie antérieure où j'avais la chance de pouvoir écrire la moitié de l'année dans des chambres d'hôtel partout en Amérique, j'ai rencontré des gens éjectés du système, par exemple le frère alcoolique de Harrison Ford, un homme qui s'appelait Terry, qui lui ressemblait beaucoup et qui écumait les bars dans une petite ville du côté d'Eureka, dans le nord de la Californie, où la terre tremblait tout le temps, mais il s'en rendait pas compte parce qu'il était complètement défoncé. Et il était salarié par son frère, apparemment, à qui il en volait beaucoup. Bon, j'ai connu comme ça pas mal d'acteurs qui étaient tombés du train du plaisir hollywoodien, et puis aussi des gens dépressifs malgré leur fortune. J'ai été assez ami, par exemple, avec le dessinateur de Peanuts, Charlie Schulz, qui était absolument effaré par la barbarie qui régnait en Amérique. On était qu'en 90 et qui m'a invité à faire du patin avec lui. C'était sa seule extravagance de millionnaire sur une patinoire olympique et qu'il avait fait construire dans un terrain vague à 2 pas de son jardin. Léon, de son côté, a embrayé sur le chien de la série télévisée Rintintin, la fameuse. C'était de son époque aussi. Après, il nous a rappelé qu'il y avait eu Belle et Sébastien. Tout ça pour nous dire qu'il avait toujours adoré les animaux quand il avait des problèmes psychologiques dans son enfance. Pour lui, le règne animal avait reçu une étincelle divine dans le cerveau comme nous, et il fallait donc la respecter, l'honorer. Et pour sa part, il ne supportait pas les gens qui maltraitaient les bêtes, à commencer par mon voisin de jardin, là, à 2 pas de l'endroit où nous parlions. Un jeune type, très travailleur, mais chasseur maladif et qui laissait hurler son chien dans sa cabane toute la journée, à quoi le patron du café qui se trouvait là avec nous ce matin-là, car son propre jardin jouxtait celui du type en question, le cafetier a dit « Il en a 2 des chiens, comme le premier ne chassait pas assez bien, il en a acheté un deuxième très cher. » Et ce qui est affreux, c'est que le premier chien qui habitait chez eux et qui dormait devant la cheminée a dû céder sa place à l'autre. Et lui, on l'a collé dans cette cabane en ciment où il hurle toute la journée pendant que le nouveau se prélasse, lui, devant le feu. Et là, les présents se sont penchés pour apercevoir le fameux chien qui était tombé en disgrâce. C'était un braque gris qui ne hurlait pas à ce moment-là, par chance, mais qui était couché sur un lit de ciment et qui nous regardait en biais. Et Léon, qui était déchiré par l'idée de l'abandon à cause d'une enfance malheureuse, a dit « Tu imagines ce qu'il doit sentir de voir que son rival dort sur la couverture et que lui est relégué hors de la présence de ses maîtres ?» Alors on a commencé à parler des chasseurs qui maltraitaient leurs chiens et qui n'hésitaient pas à les tuer d'ailleurs s'ils ne chassaient pas. Et tout le monde regardait le mien qui est aveugle et j'ai raconté que la moitié des chasseurs ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas fait piquer cet animal puisqu'il était aveugle, entre guillemets. Et là, l'abonné au monde s'est pris de bec avec Suzanne qui adorait aussi les animaux. Sur le thème, on n'est pas obligé pour autant d'absoudre les gens qui regardent des vidéos de chiens et de chats sur Facebook, c'est ridicule, etc. Ça, c'était la position de l'abonné au monde qui trouvait qu'on gâchait de la bande passante, je cite, à regarder des petits chats dans un panier et que le bilan carbone de l'amour des animaux sur Internet était épouvantable. Donc le type était en gros mûr pour se présenter comme écolo à la mairie d'une grande ville, c'est ce que Suzanne d'ailleurs lui a dit, qu'il avait juste le bon niveau de conneries pour être chez les Verts, parce qu'il faut préciser que c'était exactement ce que faisait Suzanne sur Internet. Elle a envoyé à tout le monde des vidéos de chiens qui ouvraient les portes de frigidaire. Et là, Gustave est intervenu et il a dit « Notre ami Albert, qui est un bon gros socialo, partage tous les défauts de sa caste épouvantable. Par exemple, il va te dire qu'il aime les chats à la rigueur, mais pas les chiens, ce qui est normal, car le chat fait semblant de t'adorer, te caresse, etc. Mais en vérité, il se fout totalement de toi. Tandis que le chien, lui, grogne, menace, fait du bruit, aboie, mais la plupart sont complètement inoffensifs. Résumé, le chien est de droite et le chat est de gauche, nous a-t-il dit. Le chien fait semblant d'être méchant, mais il te sauve la vie comme Rintintin, tandis que le chat fait ses coups en douce et tu peux crever, il va continuer à se lécher les pattes tranquillou. Ça, c'est comme Macron a dit l'ancien
ancien instituteur qui était là et qui a confirmé que pendant toute sa carrière, les enfants à problème se réfugiaient dans le giron des animaux et qu'il avait même connu un gamin maltraité dans une ferme qui dormait dans la niche du chien pour échapper à ses parents. C'est d'ailleurs une histoire très triste, a-t-il ajouté, mais là je te parle des années 70, le gosse dormait en classe tellement il était fatigué, il se levait à 5 heures, il s'occupait du bétail, ensuite il prenait un petit déjeuner à base de cochonaille, souvent avec du vin, et une fois à l'école évidemment, il roupillait jusqu'à midi. Et là il a ménagé son effet, le résultat, a-t-il dit, c'est qu'il a fini par tuer son père, il lui a donné 2 coups de fusil. Il a ajouté, il faut dire que le père avait d'abord tué le chien, ce qui peut expliquer. Et nous sommes donc revenus à la première conversation. Et là, l'abonné au Monde a dit, ah non, non, de grâce, ne mettez pas les deux choses en balance, ne dites pas, le père a eu ce qu'il méritait, c'est quand même scandaleux, il faut savoir hiérarchiser. Mais tu sais que c'est un beau mot, ça, a dit Gustave, on dirait du Zemmour. L'infirmière, la copine de Christiane, vous savez, la psychiatre de Montpellier, qui n'était pas là ce jour-là, donc cette infirmière pouvait faire des commentaires sur ce genre de sujet, parce qu'elle lisait tout le temps des livres de psychologie, psychanalyse, et elle a dit, apparemment, un gosse qui va jusqu'à faire ça, c'est que l'amour du chien avait pris toute la place et que la famille n'occupait pas le terrain. Et là, elle a dit qu'elle comprenait tout à fait Suzanne à propos des animaux sur Internet. Elle a dit que les chaînes spécialisées dans les animaux mignons la rassuraient plutôt sur la nature humaine et qu'en revanche, il existait toute une catégorie de la population qui trouvait ridicule les vidéos de chats et qui lui faisait cette population carrément peur. En tout cas, le type qui laisse crever son chien dans une cage, a-t-elle dit en donnant un coup de menton vers le chien du voisin là-bas, moi je vois qui c'est le mec qui porte un masque à la chasse, et même dans son 4x4. Alors là, tu peux me croire, c'est un vrai taré. Et là, nous avons embrayé sur la psychologie des chasseurs que l'infirmière psychologue, issue d'un milieu paysan, a assez bien analysé. Faut préciser qu'elle était lesbienne, ce qui aidait à comprendre un peu les dérives de l'esprit masculin. Elle nous a dit, il faut pas croire, mais le chien de chasse, c'est une projection, c'est un prolongement. Il va où tu veux, où tu peux pas aller. C'est pas dur si tu veux comprendre la psychologie des dominateurs, des gens qui font chier tout le monde. Oui, elle parlait comme ça. Leurs chiens, leurs femmes, leurs voisins, c'est des gens qui essaient de pisser le plus loin possible pour dire à tout le monde qu'ils sont les maîtres. On nous dit les banlieues, le territoire, tout ça, tous ces petits caïds là qui cherchent à marquer leur territoire, mais je te conseille d'aller dans la ferme voisine de celle de mes parents ici, et tu vas voir, le mec est pareil, c'est un taré complet. Qui ça, Guillaume avait demandé quelqu'un? Non, non, son père. Alors il faut savoir que le père de Guillaume, un agriculteur à la retraite, a en effet une très mauvaise réputation ici, mais elle a décrypté pour nous tout ça, comme on dit maintenant, en mettant ça en rapport avec la cruauté envers les animaux. Elle nous a dit, ce qui est en cause, c'est pas le besoin de faire souffrir un animal, ces gens s'en foutent, pour ça ils sont simplement indifférents. Non, c'est le besoin de dominer ce qui est vivant, et qui s'agit hors de ton contrôle, et le père de Guillaume, quand tu le regardes vivre, est exactement ça. C'est un obsédé du territoire, contrôler le territoire, voir tout ce qui se passe sur ton territoire, le tien déjà, le défendre, ensuite aller voir chez le voisin ce qui se passe sur son territoire à lui. Et le mec était tellement cinglé que, je parle du père de Guillaume, là, que quand j'avais 15 ans, mon père l'a surpris en train de déplacer une clôture la nuit pour gagner 2 mètres sur le cadastre. Ensuite, nous a-t-elle dit, ce connard passait la journée à observer tout à la jumelle, debout sur la falaise à Saint-Julien, le gibier, les gens, les gosses sur leur vélo. Et ensuite, ce grand malade foutait le feu partout sous prétexte de débroussaillage, ce qui est encore une façon de manger du territoire, puisque le feu avance à toute allure, c'est comme un fauve que tu lances. Aujourd'hui, s'il n'était pas trop vieux, par exemple, il achèterait un drone. Son dernier coup de sang, c'est quand on a voulu lui poser le compteur Linky. Là, c'est le cas de le dire, il a pété un plomb, il a cassé la voiture NJ à coups de masse dans le pare-brise. Ça c'est normal, a dit Gustave, le compteur Linky, c'est vraiment symbolique. L'État débarque dans ta cour de ferme pour dire c'est moi le patron. C'est normal que ça se passe mal avec les cinglés du territoire. C'est comme les pompiers en banlieue. Oui, les banlieues, c'est rien d'autre que ça, au fond. Ces petits malades nous rejouent sans cesse le sketch du territoire entre 2 voitures cramées. Et l'infirmière a ajouté, les armes à feu, c'est pareil. Les malades du tir, les gens fascinés par les snipers, tout ça, c'est des gens qui jouissent à l'idée d'abolir les distances. Ils veulent avoir le pouvoir de toucher les gens à 1 kilomètre, ça les fait jouir. Je vais même te dire un truc incroyable. Le père de Guillaume, là, le grand malade, tirait tout seul des balles de golf dans un champ juste pour le plaisir de voir partir la balle à 300 mètres. Et là, nous sommes revenus aux animaux. Elle nous a dit, donc ces cinglés, quand ils possèdent des chiens, c'est pour leur faire quelque chose qui prolonge leur pouvoir, leur désir de pouvoir. Alors les chiens mignons, là, les chiens aveugles,
elle a désigné le mien, qui était à la fois les deux, ben ça les démange, je pense, ils peuvent pas supporter. Alors j'ai confirmé, en effet, chez tous les crétins dominants que je connais, le fait de garder chez moi un chien aveugle et d'en prendre soin au lieu de le faire piquer, passe pour un véritable trait de faiblesse de ma part. Et là, Gustave et Léon nous ont gratifié d'un dégagement philosophique en parlant de la société du contrôle permanent qu'on nous préparait, puisque le libéralisme mondialiste, c'est ça, c'est l'omniprésence du cinglé dominateur. Gustave a dit, il faut pas croire, mais les malades dans le genre du père de Guillaume, là, il y en a plein à la tête de l'État à ce moment, à commencer par le président lui-même. Macron est un dingue du contrôle, ça se voit tout de suite, il va partout pour dire je veux ci, je veux ça, il fait son petit pipi sur tous les arbres. Oui, mais j'ai dit, il contrôle pas grand-chose quand tu y réfléchis. Suzanne a répondu, c'est pour ça qu'il devient dingue. Il prend tous les gens pour des chiens de garde ou de chasse, des instruments à son service, et s'il chasse pas bien, il s'en débarrasse, il les emprisonne. Et là, notre infirmière psychologue a dit, il est en fait le rival de tout le monde. Il veut emprunter la casquette de tout le monde. Il se déguise en militaire, il donne des cours d'épidémiologie, il explique aux gens des banlieues pourquoi ça va pas chez eux, il explique à la police pourquoi elle fait pas bien son métier et pas l'unanimité. En fait, quand tu y réfléchis, il passe sa vie avec des jumelles sur la poitrine comme le père de Guillaume. Et Gustave a dit, et il est capable de tuer un chien qui n'est pas mon chasseur. Il y a des chiens qui ne sont rien, et je dis en faisant allusion à une phrase célèbre, sans blaguer, quand tu y réfléchis, a dit l'infirmière, lui et les 4 types là qui l'entourent à l'Élysée, sans parler de la menthe religieuse qui lui dit tu es le meilleur, ils n'ont pas d'autre obsession que le contrôle du territoire. Réseaux sociaux, surveillés, avec la complicité de Facebook et de Twitter qu'on reçoit à l'Élysée. Dès que ça bouge quelque part, faut y être. Au besoin, on achète les gens qui marchent bien dans l'opinion. Par exemple, il a essayé d'acheter Onfray. Quand il est venu voir Raoult à Marseille, les gens naïfs se sont dit, tiens, il veut encourager un grand savant au nom de l'excellence française, mais en fait pas du tout. Il est venu voir pourquoi les gens aimaient ce type. Il est incapable de se rendre compte que les gens, lui, le détestent, puisqu'il paye des sondages pour dire le contraire. Mais dès que quelqu'un plaît à tout le monde unanimement, comme ça, il le convoque pour l'ouvrir comme la poule aux œufs d'or, afin de lui voler son secret d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Tu te demandes par exemple pourquoi Sarkozy et lui ont convoqué Houellebecq à l'Élysée. Ben, ils voulaient ouvrir le ventre du personnage pour voir ce qui en sortait, ce qui plaisait à la foule. Un type qui attire l'attention à leur place, tu parles, ça leur paraissait anormal. Et Gustave, qui est un libraire qui n'aime pas Houellebecq, mais il faut dire que son chiffre d'affaires n'en dépend pas, n'a pas pu s'empêcher de dire, ben, il croyait ouvrir un brillant analyste de la société comme Engels, et ils sont tombés sur un ado assez méchant, ricaneur et pornographe. Non, sérieusement, a dit l'infirmière psychologue, tout chez Macron peut être analysé comme si on étudiait un malade du contrôle dans une cour de ferme. Il veut savoir ce que font les autres, il déplace les clôtures la nuit, il intrigue partout, il propage des fausses rumeurs, il cherche à abattre ses rivaux par la calomnie, mais jamais en les affrontant directement. C'est un sniper. S'il avait une armée de drones, il les enverrait surveiller et neutraliser les gens dans la rue. Oui, a dit Gustave, mais si on se réfère au cas malheureux de l'ancien élève de notre ami l'instituteur, là, il n'a pas intérêt à tuer le chien de la maison, parce que, et là, Léon a répondu, mais c'est fait, il a déjà tué le chien de la maison, symboliquement. Le chien, ce sont ces millions de Français qui ne chassent pas assez bien, et qui en plus réclament qu'on les caresse et qu'on les tienne au chaud. Nous avons regardé, à ce moment-là, ce pauvre braque sur ces 2 mètres carrés de ciment au fond du jardin près de la rivière, et nous avons pensé que ça allait finir comme ça, comme dans l'histoire de l'instituteur, le fils maudit à qui on a tout pris, même le refuge ultime que constituait la couverture du chien de la famille, le fils qui n'a plus rien à perdre une fois qu'on a tué la seule consolation de sa vie, peut devenir un ange exterminateur. C'est pourquoi, a dit l'infirmière, le mauvais père, le cinglé, flatte en ce moment tous ceux qui sont capables de le protéger contre la colère de ses enfants, les voyous, les nations alliées comme l'Amérique. Au besoin, il va singer leur intransigeance à l'égard de leurs ennemis. Quand il dit à Poutine qu'il va le sanctionner, il limite en fait Biden, son maître, son défenseur, pour lui plaire, pour être défendu en cas de pépin contre son propre peuple. Il va partout pour apporter son soutien, pour manifester son approbation ou son indignation, pour essayer de montrer qu'il contrôle les esprits, mais en fait, pas du tout. Mais a dit Gustave, si j'ai bien compris, il finira quand même par tomber sur son fils, le fusil à la main dans la cour de la ferme.
Bah écoute, c'est à peu près ça, dit l'infirmière, en effet, il me semble. Et là, Léon, qui voulait pas que nous finissions sur une note aussi funeste, a dit, je vous rappelle qu'il y a 6 mois, j'ai senti Villiers débouler à la porte de l'Élysée. Eh ben, je confirme, il vient de se pointer euh, euh, rue du Faubourg Saint-Honoré, on le voit partout, et il dit pas vraiment non. En effet, a dit Gustave, il nous a fait le coup assez amusant du j'en veux pas à Macron parce qu'il est cinglé. Je vais vous raconter une anecdote, et là, Villiers te dit en gros que le Macrounet, un soir de dîner à l'Élysée, a fait un caprice à table, il est monté dans sa chambre pour aller boxer son oreiller pendant que Papa Villiers restait en bas avec Brigitte, en déplorant les humeurs du garnement. Je vois pas d'où tu tires ça, a dit l'abonné au Monde. Bah, de son livre. Il a écrit un livre où il raconte ça, et l'abonné au Monde a répondu, je ne lis pas ce genre de torchon. Bah si, a dit Gustave, tu lis le journal du dimanche, par exemple, c'est pareil. C'est d'ailleurs là probablement qu'on va lire la énième tentative de déstabilisation de l'adversaire. Ils vont nous sortir des phrases de Villiers sur les Haïtiens, les Martiniquais du temps de Napoléon, ou des histoires de mains baladeuses dans un avion, ou des irrégularités dans la gestion du Puy du Fou, alors que sur le coffre de Benalla, ou le parjure au Sénat, ou les liaisons entre la sécurité de l'Élysée et la mafia russe, le journal du dimanche est beaucoup, beaucoup plus discret. Ou le viol de la Constitution, ai-je ajouté. Et là, Gustave, qui est assez bon quand même quand il s'y met, a dit, remarque, avant de violer la Constitution, Macron s'est entouré des plus grands esprits, puisque dans son cercle d'amis, très proche à ce que l'on vient d'apprendre, ceux qui étaient là dès le premier soir lors du dîner à la Rotonde, il y avait justement l'un des meilleurs spécialistes à la fois de la Constitution et du viol. C'est assez fort de sa part. À bientôt, merci.